Bonjour à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire où nous allons parler d'électricité et de voitures électriques et d'essayer de répondre ensemble à cette question. Aurons-nous assez d'électricité demain pour assurer le développement de la voiture électrique? Alors, je suis accompagné à ma gauche par Cédric Moret, Bonjour. Directeur commercial de Virta France, et à ma droite de Gilles Bernard, qui est le président de l'AFIREV, l'Association française pour l'itinérance des recharges électriques de véhicules. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bien, entre les incitations très fortes au développement de la voiture électrique et les tensions sur les prix, ainsi que la disponibilité de l'électricité, qu'en est-il de la mobilité électrique? Est-elle un problème de plus à gérer ou, au contraire, peut-elle faire partie des solutions? Donc aujourd'hui, nous allons commencer, après une introduction brève sur Virta notamment, nous allons parler un petit peu du contexte actuel et de pouvoir discuter ensemble de toutes ces problématiques de recharge de voitures électriques dans un univers où, comme on l'a vu ces derniers mois, la disponibilité d'électricité a été un petit peu contrainte. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en direct et nous garderons un temps à la fin de cet échange, une quinzaine de minutes, pour pouvoir y répondre. Et pour terminer, nous aurons un replay qui sera disponible pour pouvoir réécouter cet échange. Donc pour commencer, Cédric, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et nous rappeler ce que fait Virta? Très bien. Bonjour Nicolas, merci pour cette introduction. Donc, je m'appelle Cédric Moret, je suis le directeur commercial France de Virta. Donc Virta, qu'en est-il? C'est une entreprise finlandaise qui a été créée en 2013 et qui a été opérationnelle en France à partir de 2018. Virta, pour se définir, est un opérateur de points de charge et fournisseur de mobilité électrique, avec donc l'ambition et le souhait en fait de développer la mobilité décarbonée. Pour donner quelques chiffres, en fait, donc Virta est présent en Europe, on est présent dans 30 pays. Et Virta opère à date à peu près 80 000 points de charge répartis à peu près dans l'Europe et également en Asie-Pacifique, puisque nous avons ouvert en fait une entité à Singapour depuis à peu près 6 mois. Idem pour donner aussi quelques perspectives sur la taille de Virta. Virta, c'est à peu près 6,9 millions de sessions de charge en 2021. J'ai eu les derniers chiffres pour l'année 2022. Pour donner un ordre de grandeur, c'est une session de charge toutes les 3 secondes qui est opérée sur le réseau Virta. Virta est bien évidemment connecté au réseau d'itinérance pour offrir à ses usagers un réseau d'à peu près 350 000 points de charge en Europe. Et pour la 3e année consécutive, Virta a été identifiée par le Financial Times comme étant en fait l'une des entreprises avec les plus fortes croissances dans leur top 1000. Voilà. Virta a toujours été passionné d'innovation et a considéré dès son début intégrer la voiture électrique comme étant un élément constitutif du réseau électrique. Alors, petite anecdote, parce que j'aime bien parler des histoires d'entreprise. Virta, en fait, en 2013, lors de sa création, ses premiers investisseurs ont été notamment des fournisseurs d'énergie électrique finlandais et qui ont vu tout de suite aussi un intérêt de rendre justement cette équation qui voulait rendre la voiture électrique comme un élément constitutif du réseau électrique. Virta, comme je le disais, société très engagée autour de la technologie, des nouvelles technologies, a souhaité en fait inviter des professionnels et des experts autour de la table. Merci Nicolas et merci Gilles. Tout simplement pour ouvrir le débat. Comme le citait Nicolas en introduction, et sans faire de jeu de mots, de mauvais jeux de mots, notre réseau électrique, on nous l'a rappelé assez souvent ces derniers mois, est sous tension. Et l'idée, c'est de tout simplement identifier aujourd'hui tout simplement les freins, mais également les opportunités que présente ce véhicule électrique et comment il pourrait tout simplement aider à mieux passer nos hivers qui deviennent froids en ces jours. Voilà. En tous les cas, merci à tous d'être présents et je vous repasse la parole. Merci Cédric. Effectivement, un petit
pour reparler un petit peu du contexte énergétique actuel, une question qui a été sur toutes les lèvres. Aura-t-on assez d'électricité cet hiver pour recharger nos voitures électriques? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, pour cet hiver, l'hiver 2022-2023, nous sommes tirés d'affaire. Je relisais hier la dernière actualisation des perspectives de RTE, qui reste sur une vigilance moyenne, mais on a quand même de plus en plus de centrales nucléaires qui ont été remises en ligne. On a un hiver exceptionnellement doux depuis une quinzaine de jours, jusqu'à plus 10 degrés par rapport aux normales saisonnières, je crois plus 9. Et donc, après, pour l'instant, on a évité le pire, on a évité les coupures de courant. On n'est jamais à l'abri d'une grosse vague de froid, bien évidemment, en février ou en mars. Moi, j'ai fait le calcul. À partir d'une demande en pointe de 90 gigawatts, ça va commencer à être compliqué. Je rappelle que historiquement, la demande, la pointe la plus forte, c'était le 8 février 2012. On est monté à 102 gigawatts. Et comme depuis, on a fermé 13 gigawatts de moyens pilotables, 102 moins 13, ça fait 89. Alors, heureusement, on a la sobriété qui est en place. Alors, sobriété choisie, sobriété subie, on ne rentrera pas dans le débat aujourd'hui. Mais pour l'instant, on a l'air un peu tirer l'affaire. Alors, l'autre question que beaucoup de gens se posent sur la voiture électrique, c'est que la voiture électrique, elle était pratique et puis elle était économique, parce que ça coûtait 4 fois moins cher de pouvoir se charger. Alors, il y avait un investissement un peu plus important au départ, mais au bout entre 50 et 100 000 km, on commence à, entre guillemets, retrouver son investissement et faire des économies. Mais quand le prix de l'électricité est multiplié par 4, donc là, effectivement, ça peut poser un problème. Alors, heureusement, quand on parle des particuliers, eux, sont protégés. Quand ils sont au tarif réglementé, d'ailleurs, EDF, ils sont protégés avec le bouclier tarifaire. Il me semble, et ça, Gilles, vous pourrez me le confirmer, que pour les bornes de recharge, les bornes de recharge de voitures électriques bénéficient aussi du bouclier tarifaire. C'est en discussion. C'est en discussion pour l'instant. Et donc pour l'instant, la voiture électrique, elle reste intéressante. Et la question, c'est de savoir, finalement, quand on fait le calcul, aujourd'hui on a 1 million de voitures électriques en circulation. Elles vont charger entre 2 kW, qui est à peu près une machine à laver, et 7 kW, qui est à peu près une maison. Si tout le monde la branche en même temps à 19h, vous faites le calcul, 1 million fois 7 kW, ça fait 7 réacteurs nucléaires. Là, on se rend compte qu'effectivement, il vaut mieux suivre les conseils du gouvernement et décaler la charge. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et notamment, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors, dans le langage technique expert, ça s'appelle le V2G, qui est un terme anglais pour dire Vehicle to Grid. Mais en gros, l'idée, c'est que la voiture puisse réinjecter de l'électricité sur le réseau, stockée dans la batterie, et donc elle puisse, lors des pointes, notamment le matin ou le soir à 19h, réinjecter et soulager le réseau. Alors Cédric, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur le rôle que la voiture électrique pourrait jouer dans les prochaines années, et donc cette fameuse recharge bidirectionnelle dont on parle depuis assez longtemps, oui. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, pour revenir sur la technologie Vehicle to Grid, alors déjà quelques petites précisions en fait, puisque Vehicle to Grid, j'ai envie de dire, c'est le Saint Graal en fait, la possibilité donc de rendre la voiture comme étant en fait une batterie sur roue qui stockerait l'énergie en fait au moment où l'énergie est la moins chère, ou en tous les cas en fait la voiture n'est pas utilisée, et là, au moment des pointes en fait d'énergie, de pouvoir en fait à travers un signal qui nous sera envoyé par le distributeur d'énergie, de pouvoir réinjecter de la puissance. Alors, juste 2-3 petites terminologies. On parle beaucoup de véhicule to grid. Existe également une technologie qu'on appelle aussi le véhicule to home ou le véhicule to building, qui est en fait une technologie en fait, qui va dans le même sens, qui permet en fait de gommer finalement la puissance d'appel à l'échelle d'un bâtiment ou d'une maison, et qui permettra aussi, on va dire, également d'aider le réseau en fait à s'effondrer lors des pics de consommation. Pour citer quelques exemples aussi sur le véhicule to grid, donc c'est une technologie qui a été finalement mise en avant lors de l'incident de Fukushima, puisque ça avait été en fait une directive qui avait été, enfin en tous les cas une direction qui avait été poussée par le gouvernement japonais
pour créer une solution avec les véhicules pour avoir une source de stockage. Et voilà, jusqu'alors, en fait, le V2G, pour rester sur l'aspect très technologique, avait été essentiellement une technologie qui a été développée autour des véhicules japonais. Je veux dire, fort heureusement, aujourd'hui, donc les Européens, puisque évidemment, pour parler de V2G, il faut avant tout que le véhicule soit compatible, les Européens, donc les constructeurs européens, s'y mettent avec notamment leur standard, qui est donc la prise CCS Combo, et qui permettra à terme de faire du véhicule to grid ou du véhicule to home. Aujourd'hui, les principaux constructeurs qui vont travailler sur le véhicule to grid? Alors, les premiers, comme je le disais, sont des Japonais, donc Nissan, Mitsubishi. Et donc là, qui arrive aujourd'hui, évidemment, le groupe allemand Volkswagen. Donc quand je dis Volkswagen, c'est avec toutes les marques derrière, donc Audi, Skoda, Seat, etc. Donc le groupe Volkswagen qui rentre dans ce jeu-là. Le groupe Volvo, donc derrière, c'est un Chinois qui s'appelle Geely. Voilà, et qui arrive, et le groupe Renault aussi qui arrive avec ce genre de technologie. Voilà. Okay. Pour citer plus en détail aussi donc, cette technologie-là, en fait, à date, chez Virta, aujourd'hui, on est au-delà du stade purement expérimental, puisque, pour le citer, aujourd'hui, nous avons mené des cas réels, concrets, notamment en Angleterre, l'Angleterre étant friande de cette technologie-là. On pourra en détailler un peu plus tard, où aujourd'hui, en fait, on a à peu près un parc d'une centaine de bornes déployées en fait, sur le territoire anglais et qui permet en fait, de répondre, alors à date, essentiellement sur du véhicule to building et non pas du véhicule to grid. Donc ça permet quoi d'alimenter son immeuble avec sa voiture électrique? Il me semble qu'en oui. Angleterre, ils ont quelque chose qu'on n'a pas encore en France, qui sont des prix dynamiques sur l'électricité. Oui. Alors nous, on l'a dans une façon qui s'appelle le format tempo, où on va avoir des jours rouges où l'électricité va coûter beaucoup plus cher. Mais eux, c'est des prix à l'heure. Et donc, ça permettrait quoi de se déconnecter du réseau quand l'électricité coûte le plus cher et d'utiliser sa voiture, c'est ça? C'est exactement le sujet. Voilà, c'est tout simplement en fait, pouvoir lisser en fait, le coût énergétique à l'échelle d'un bâtiment et pouvoir en fait, piloter les appels de charge dans la batterie grâce à ces bornes grâce à ces équipements véhicules to grid. Voilà, tout simplement pour limiter le coût énergétique à la fin du mois. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on parlait de ce cas justement, donc un particulier. Quels sont les autres entre guillemets cas d'usage de ce type de technologie que vous voyez, vous, Virta? Alors, évidemment, le premier cas qu'on voit, c'est celui en fait, de la maison du particulier, parce que typiquement, en fait, l'idée, c'est de rendre la capacité batterie disponible quand la voiture n'est pas utilisée. Donc, typiquement, ça correspond à nos usages, nous, en tant que particuliers. Donc, en fait, quand la voiture, on rentre du travail et qu'on branche notre véhicule sur les coups de 19h, 20h, et qui permettrait à ce moment-là d'absorber la pointe. L'autre cas d'usage pour lequel, en tout cas, Virta y voit une réelle opportunité, ce sont les professionnels avec des flottes de véhicules électriques. Donc, pour citer l'exemple, le segment type serait en fait les livraisons du dernier kilomètre, les entreprises de livraison du dernier kilomètre, qui, du fait typiquement de la mise en place des ZFE dans nos chères grandes métropoles, seront obligés de passer en fait avec des camionnettes électriques. Et ces fameuses camionnettes, finalement, le soir, ne sont pas utilisées, puisqu'il n'y a pas de livraison qui se fait en fait le soir entre 8h le soir et 8h le lendemain matin. Donc typiquement, on pourrait imaginer en fait avoir ces flottes de véhicules-là au dépôt, connectés à des bornes de véhicules V2G, et qui permettraient en fait de jouer ce rôle de tampon. Alors, pour aussi illustrer, parce que finalement, bon, j'ai envie de dire, ça c'est l'aspect technologie, mais il y a aussi en fait derrière un aspect financier qui pourrait être intéressant pour ce genre d'entreprise. Virta, pour ça, a mis un calculateur disponible sur son site web pour faire en fait des simulations. Et typiquement, hier soir, je faisais la simulation. Si vous prenez par exemple un parc de 50 véhicules électriques, qui pourrait, somme toute, assez normal pour une entreprise de livraison de dernier kilomètre, avec donc 24 bornes de recharge bidirectionnelle, avec une puissance de 10 kW, à raison, alors je regardais hier, le prix spot du mégawattheure était à 121 € en fait, aujourd'hui en France. Ça permettrait de rapporter à l'entreprise un montant annuel
alors si c'était une revente en direct, de 149 000 € par an. Voilà. Donc il y a aussi un réel, j'ai envie de dire, intérêt économique aussi pour ces entreprises de jouer le rôle en fait du régulateur sur le réseau électrique, mais aussi également avoir en fait une sorte de récompense, bien évidemment, par rapport en fait à ce système-là. Gilles, vous êtes un expert de la recharge des voitures. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette recharge bidirectionnelle? Et puis, peut-être plus largement, est-ce que vous voyez un rôle? Est-ce que la voiture électrique est plutôt un problème ou une solution pour l'électricité? Alors, premier constat, en effet, c'est qu'une voiture, ça sert à se déplacer. Donc, il faut d'abord que la batterie soit bien rechargée en fonction des besoins du conducteur pour faire les déplacements qu'il a besoin de faire avec son véhicule. Mais effectivement, le problème électrique que pose la voiture électrique, c'est que si toutes les voitures se rechargent en même temps, eh bien, ça va faire un appel de puissance sur le réseau qui peut être très significatif. 1 million de véhicules électriques qui se rechargeraient tous en même temps, c'est déjà à peu près 5% de la pointe actuelle de consommation totale d'électricité. Et donc, c'est déjà très significatif et il faut éviter que toutes ces voitures se rechargent en même temps à 18h, par exemple, le soir, où tout le monde, justement, est en train de consommer aussi de l'électricité. Donc, c'est un moyen de consommation d'électricité qui doit être piloté, régulé, pour éviter, effectivement, déjà de faire des appels de puissance qui peuvent être problématiques pour la production d'électricité, mais aussi pour les réseaux eux-mêmes. Localement, le réseau, il ne faut pas faire péter le disjoncteur de l'immeuble ou le disjoncteur du quartier. Voilà. Donc, il est nécessaire d'avoir un pilotage des recharges. Et effectivement, l'idée du V2G, c'est d'aller encore plus loin que ce pilotage pour adapter, coordonner les moments où les voitures se rechargent et la puissance qu'elles appellent au moment où elles se rechargent, pour aller même jusqu'à restituer de l'électricité en fonction du besoin. La première application que l'on peut voir, qu'a cité Cédric, je crois la plus prochaine, c'est d'abord dans les habitations, dans les immeubles, les maisons, les immeubles. On voit très bien émerger des maisons avec des panneaux photovoltaïques sur le toit. Le panneau photovoltaïque, il fonctionne quand il y a du soleil, pas forcément au moment où on en a besoin. La voiture doit être là aussi. Alors il faut que la voiture soit là. C'est pour ça qu'en général, à l'heure du déjeuner, on n'est pas forcément à la maison. Voilà. Mais on peut combiner une batterie statique et une batterie de la voiture. Et effectivement, lorsque la voiture est là, qu'il y a du soleil, par exemple, et que la consommation de la maison n'est pas très importante, on en profite pour recharger la voiture. Et puis, éventuellement, dans la situation inverse, on va utiliser la batterie de la voiture en appoint pour redéverser dans la maison. Ça, c'est possible aujourd'hui parce qu'on a le droit de garder son électricité. Il me semble qu'il y a quelques années, on était obligé de la réinjecter sur le réseau, non? Absolument, oui. Maintenant, on peut très bien autoconsommer sa propre production ou la réinjecter sur le réseau, ce qui donne beaucoup de souplesse pour effectivement, finalement, équilibrer tout ça. On a une idée des économies qu'on peut faire avec une installation photovoltaïque, une batterie, sa voiture électrique, ou un système où on arrive un peu à lisser sa consommation? Ah oui, on sait calculer aujourd'hui. On sait calculer aujourd'hui, Cédric vient de le faire. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer les coûts d'investissement. Il y a quand même des investissements à faire, il y a des coûts d'installation. Et donc, souvent on les oublie. On fait un calcul net en disant, ah oui, l'électricité coûte tant, moi je vais la réinjecter à temps, etc. Il faut quand même faire un calcul global. Mais avec l'effet de masse, tout ça les prix vont effectivement diminuer et du coup, on atteindra un équilibre économique. Donc, de fait, c'est quand même un vrai sujet d'avenir. Néanmoins, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes et tout de suite se précipiter sur le V2G, parce qu'il y a quand même la première étape, c'est déjà au moins le pilotage de la puissance appelée par le véhicule en fonction de son besoin, pour éviter ces fameux appels de puissance. Et effectivement, ultérieurement, on verra venir le V2G. C'est déjà le cas aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle vulgairement le V1G, c'est ça, hein, non. Recharge intelligente, la recharge intelligente. Recharge intelligente. Ce qu'on a mis en place il y a une trentaine d'années avec les chauffe-eau. Avec les chauffe-eau. Ou déjà, simplement avec une horloge, vous pouvez faire de la recharge intelligente, c'est-à-dire de dire, je vais enclencher. Alors l'horloge peut être d'ailleurs dans la voiture, les voitures électriques sont prévues avec une horloge interne qui permet de programmer l'instant de démarrage de la recharge et de la programmer
programmer, par exemple, au milieu de la nuit, plutôt que de la programmer au moment où on rentre chez soi à 6 heures du soir. Là, il faut éviter quand on branche la voiture, il faut éviter qu'elle recharge tout de suite. Il vaut mieux qu'elle commence à recharger. On a une idée sur les 1 million de voitures électriques en France, quelle est la proportion de gens qui utilisent déjà cette fonctionnalité de recharge intelligente? Honnêtement, c'est encore faible. C'est encore faible parce que jusqu'ici, il n'y avait pas suffisamment de voitures électriques pour que le problème se pose. Mais il y a tout de même une incitation à le faire, c'est que de toute façon, quand vous achetez une voiture électrique et que vous avez une maison, vous avez déjà un contrat pour acheter de l'électricité pour votre maison avec une puissance maximale. Et l'abonnement est fonction de cette puissance. Donc, quand vous rajoutez une borne de recharge, l'installateur électricien vous dit « Ah mais attention, il ne faut pas faire sauter le disjoncteur de la maison, donc il va peut-être falloir que vous augmentiez votre puissance souscrite. » Et là, déjà, ça oblige à réfléchir à ce problème et à se dire comment je peux faire pour éviter d'augmenter ma puissance souscrite. Donc je vais enclencher ma recharge à des moments où je ne consomme pas par ailleurs pour ma cuisine ou pour mon chauffe-eau, par exemple. Alors, pour aller dans le sens de Gilles, en fait, sujet intéressant à partager, c'est que donc Virta est présent en fait dans les dom-tom français et pour nous en fait ça constitue un réel laboratoire d'expérience puisqu'en fait pour les citer les zones non interconnectées, les ZNI, donc toutes les îles que les territoires français et les départements d'outre-mer français que nous pouvons avoir, les opérateurs de points de charge sont déjà contraints de suivre en fait cette logique de smart charging, alors excusez-moi l'anglicisme, de pilotage intelligent, et pour lequel en fait Virta est déjà engagé, puisque en fait nous avons cette technologie-là qui opère. Donc pour le citer, comment cela se déroule, en fait EDF, donc qui est le fournisseur d'énergie en fait local dans tous les départements d'outre-mer, émet un signal qu'on appelle un open data. En fait, c'est un signal en fait dynamique qui est émis, en fait, qui peut arriver à n'importe quel moment. En fait, c'est comme du pilotage de chauffe-eau, mais qui se fait de manière complètement dynamique. Donc, en fait, c'est pas heure fixe, ça peut être complètement aléatoire. Virta récupère ce signal-là et à l'échelle en fait d'un territoire, on est capable en fait de baisser le point de charge en temps réel pour en fait faire passer la vague tout simplement en fait de l'appel de pointe. Donc ça, c'est des technologies qui sont d'ores et déjà opérationnelles aujourd'hui. Vous allez en Corse, vous allez à La Réunion, vous allez en fait en Martinique, Guyane ou encore en Guyane. C'est une technologie en fait qui est déjà opérationnelle et que en fait en France métropolitaine, aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que du fait de la solidité de notre réseau électrique nucléaire essentiellement, on n'en est pas encore réellement à se poser ces questions-là en fait de pilotage intelligent. Voilà. On s'en approche. Mais on s'en approche. Et je pense qu'on va s'en approcher de plus en plus. Juste une question, Cédric, parce que j'avais une question de Thomas Blosville, c'est ça, qui se demandait aujourd'hui Virta en France, et concrètement combien de points de charge vous opérez? J'ai oublié de le citer. Alors aujourd'hui en France, on est à peu près à 9000 points de charge opérés par Virta, plus évidemment l'itinérance JREV Object. Voilà, donc, et avec une ambition, alors comme je le... Donc comment vous êtes implanté? Alors comment on est implanté? Alors aujourd'hui, en fait, Virta adresse différents secteurs. Notre premier client, ce sont les syndicats d'électricité, donc c'est eux qui ont été les pionniers, on va dire, à déployer en fait les réseaux de bornes de recharge, on va dire dans la rue. Et nous adressons également en fait les segments B2B, donc typiquement en fait les chaînes d'hôtels, les grandes chaînes de distribution qui ont des parkings, et tout simplement nous les accompagnons aussi avec la loi LOM, puisque la loi LOM à horizon, si je ne me trompe pas, 2025, va imposer en fait à tout propriétaire de parking d'équiper à minima 5% de ses places avec des bornes de recharge. Donc nous les accompagnons, et nous accompagnons également les entreprises qui ont des flottes, je le citais tout à l'heure, avec l'exemple en fait des livraisons des livreurs du dernier kilomètre. Ça peut être également en fait des entreprises qui ont des véhicules pour ces commerciaux et pour lesquels en fait on les aide, on les accompagne en fait à avoir des solutions en fait intelligentes de bornes, alors qui dans la première étape de la loi LOM qui permet en fait d'avoir ce jeu de bornes où vous pouvez à la fois avoir de la borne pour l'employé qui bénéficie d'un véhicule de fonction ou d'un véhicule d'entreprise, mais également pour l'employé qui vient avec son véhicule personnel et qui lui en fait aura cette charge à destination et pour lequel on lui demandera de tout simplement payer sa session de charge avec un système monétique que Virta assure. Voilà.
Alors, il y a une question qu'on a aussi, que pose Fabien Coco, que beaucoup de gens se posent. Hein, c'est très bien la recharge bidirectionnelle, ça permet de gagner de l'argent, d'économiser, etc. Par contre, ça a un impact sur la durée de vie de la batterie. Potentiellement, ça va faire plus de cycles. On a des batteries qui ont des cycles limités. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, c'est peut-être d'ailleurs plus facilement gérable au niveau d'une entreprise que d'un particulier. Oui. Comment est-ce que vous envisagez et vous abordez ce sujet? Alors, le sujet de l'usure de la batterie, ça c'est un sujet qui est souvent abordé dans le cadre du V2G, parce que vous l'avez cité, il va y avoir des cycles de charge-décharge. Sauf que l'idée aujourd'hui, c'est de faire pour éviter justement des vieillissements prématurés des batteries, c'est de faire en fait des charges-décharges sur des cycles de 10 minutes. Puisqu'on s'imagine en fait que demain, avec l'ensemble du parc connecté, en fait, l'effort de tout à chacun pourrait être en fait partagé par pas de 10 minutes. Et quand on réfléchit, un pas de 10 minutes de décharge sur un véhicule qui a par exemple une borne V2G de 7 kW, c'est pas ça qui va vraiment abîmer la batterie. Voilà. Ce qui impacte, au-delà de la durée, ce qui impacte beaucoup, c'est la puissance. Oui, alors, donc si vous êtes à 7 ou 10 kW, voilà, c'est pas le même problème que si vous êtes à 150 kW. Alors exactement, voilà. Et aujourd'hui, en fait, voilà, notre responsable énergie au sein de Virta nous a fait un joli slide en nous disant en fait qu'aujourd'hui, la première impact de dégradation des batteries, ce sont les recharges très haute puissance. On trouve notamment sur les autoroutes, où vous chargez à 150, 250, 300 kW. Ça va être le premier en fait, point de dégradation des batteries. Et le V2G arrive vraiment tout en haut de la pyramide en fait, de dégradation des batteries. Donc ça, c'est un sujet qui avait été abordé il y a à peu près 8 ans de cela avec Nissan, qui s'était posé la question, puisque je le citais tout à l'heure, ça avait été les premiers en fait, à rentrer dans la technologie V2G. Et voilà, l'impact dégradation est quand même très faible. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, parce que je parlais d'un pas de 10 minutes, je posais la question au responsable technologique énergie chez Virta, et on est parti sur un calcul simple. Aujourd'hui, en fait, 1 MW de puissance, pour avoir 1 MW de puissance aujourd'hui, en fait, de capacité à revendre en fait, sur le réseau électrique, il faudrait, avec une borne de 7 kW bidirectionnelle, avoir 200 véhicules. Donc si on veut en fait avoir 1 MW pendant 1 heure, c'est-à-dire qu'en fait 200 véhicules seront connectés en permanence et réinjecteront en fait de la puissance sur le réseau. Donc une fois que je vous dis ça, 200 véhicules, on parlait tout à l'heure de 1 million de véhicules roulants sur le parc français, 600 000 je crois, Gilles vous me confirmerez, en full électrique. On peut s'imaginer très bien en fait que voilà, on peut diluer voilà, on appelle ça un foisonnement, foisonner en fait l'effort en fait de capacité, et auquel cas en fait voilà, on resterait sur un pas de 10 minutes de contribution journalière en fait pour l'usager. Gilles, j'avais fait vous qui travaillez avec la FIREV, donc sur notamment l'itinérance de la recharge, est-ce qu'on a un petit peu plus de retour justement? La voiture électrique, c'est assez récent, puisque les premières voitures électriques, il y a eu plusieurs épisodes, dont La Jamais Contente en 1898, mais vraiment l'ère de la voiture électrique moderne, c'est depuis 2010, la Nissan Leaf, la Chevrolet Volt. Donc c'est des voitures qui ont maintenant 10 ans, 12 ans, 13 ans. Quel est le retour qu'on a sur la durée de vie des batteries? Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'au départ, elles étaient garanties pour 8 ans et que finalement, on s'est rendu compte qu'elles duraient beaucoup plus parce qu'on avait anticipé peut-être plus de recharge rapide que ce qui se passe concrètement. Aujourd'hui, on a un petit peu de retour. On a des recharges aussi sur itinérance qui sont de plus en plus rapides. On a commencé à 50 kW, on monte à 150 kW. On a des voitures qui font 350 kW, peut-être comme la Porsche Taycan, si la borne est capable de... Est-ce qu'on a des premières infos, des premiers retours finalement sur l'impact de ces recharges rapides sur le vieillissement? Parce que ce sera aussi une bonne ordre de grandeur de ce qui pourrait se passer avec la recharge bidirectionnelle. Oui, il y a des retours qui sont rassurants. Donc c'est quand même le point important, puisqu'effectivement, au début de la voiture électrique que vous citez, on disait ah oui, le vieillissement des batteries, c'est un vrai problème. On estime qu'après 8 ans, on devrait perdre 20% de la capacité de la batterie. Bon, et déjà à l'époque, d'ailleurs, on supputait qu'il faudra faire quelque chose avec ce qui reste. Et un des raisonnements était de dire il y aura la seconde vie des batteries, on les débarquera des voitures et on en fera des batteries statiques
empilées les unes sur les autres pour faire du stockage statique d'électricité. Donc il y a quand même une valeur économique qui finalement, de toute façon, est très positive. Mais en outre, l'expérience maintenant, après 10 ans après les premières voitures, c'est que les publications scientifiques qui sortent pour expliquer ce que donnent les tests de batterie après ces 10 ans sont bien inférieures aux pertes de 20% et sont plutôt de l'ordre de 5 à 10%. Alors, c'est des chiffres qui ne sont quand même pas parfaitement scientifiques, d'abord parce qu'il y a quand même des secrets industriels, il y a des choix technologiques qui sont différents selon les constructeurs, et donc évidemment, mais c'est un sujet qui est suffisamment pris en main, notamment pour la conception des évolutions technologiques des batteries, la conception des recharges aussi et des recharges de puissance, pour considérer que ce problème est correctement maîtrisé et qu'effectivement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au fond. Enfin, faut pas en faire, on ne peut plus en faire un sujet en disant la voiture électrique, ça ne marchera pas parce qu'il y a le vieillissement. Hein. Est-ce que les constructeurs, par exemple, parce que de plus en plus aujourd'hui, les voitures électriques ne sont pas, vous ne les achetez pas, vous les louez, donc vous louez la voiture, vous louez la batterie, donc c'est plus vous qui portez le risque de la batterie, c'est le constructeur. Est-ce que le constructeur pourrait dire non, moi, je vous interdis, par exemple, de faire du bidirectionnel parce que, comme c'est moi qui porte le risque, je veux limiter ce risque-là sur ma batterie? Ça, c'est une très bonne question. Les constructeurs poussent quand même. Ouais. Moi, je discutais avec d'autres constructeurs. Maintenant, il y a plus. Vous les citiez. Ils poussent quand même pour ce qui est la norme. Si je dis pas bon, ça va être un peu du chinois, mais la norme 1518, c'est ça, qui va permettre d'être. Alors, pour vous qui nous écoutez, qu'est-ce que c'est la norme 1518? Alors Gilles en parlera mieux que moi, donc je vais juste commencer. Mais en gros, ça permet de vous rapprocher de quand vous faites le plein de votre voiture. Et c'est même encore plus simple, puisque vous branchez la prise, elle va vous identifier, elle va vous charger, vous allez faire le paiement tout seul, vous allez la débrancher et vous pourrez repartir. Exactement. C'est ça, Gilles? Voilà, absolument. Et en plus, vous aurez la possibilité de renvoyer de l'électricité sur le réseau. Voilà. Non, ça arrive quand, cette norme, Gilles? Alors, cette norme, elle va arriver dans les 2-3 ans qui viennent, à peu près. Toutes les nouvelles voitures électriques seront équipées de cette norme. Alors, il faut que les constructeurs automobiles l'adoptent, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est bien parti pour. Et puis, il faut que les fabricants de batteries, de bornes, aussi l'adoptent, puisque cette norme, ça rajoute une nouvelle connexion informatique entre la voiture et la borne, pour qu'elle communique au protocole Internet. Et c'est cette communication qui permet de piloter très finement la puissance appelée pour la recharge, et voire permettre la réinjection, mais permettre aussi d'autres services comme ce qu'on appelle le plug and charge, c'est-à-dire la voiture contient un certificat de contrat de service, et donc on branche sa voiture et on s'en va, on n'a rien à faire. C'est la voiture qui va communiquer sa référence de contrat, la borne va le recevoir, le superviseur de borne va voir qu'effectivement ce contrat est valable et va dire je vous recharge et puis je vous débiterai en fin de mois. Ce à quoi nous sommes très attachés à la FIREV, c'est que tout ceci fonctionne de manière interopérable, en marché ouvert et à l'échelle européenne. C'est-à-dire que tout conducteur d'un véhicule qu'il a acheté et dont le constructeur lui dit « ton véhicule est 1518 », compatible V2G, compatible avec tous ces services, doit pouvoir obtenir ces services sur n'importe quelle borne qui est affichée « je suis 1518 », et pas seulement la voiture d'un constructeur donné sur la borne d'un fabricant donné. Vous voyez ? Donc ça, c'est notre travail à la FIREV, c'est de faire en sorte que tout ceci soit interopérable, ouvert, pour que le conducteur, finalement, bénéficie de ces services partout où il va, non seulement en France, mais même en Europe. Nicolas, je rebondis sur la question que vous posiez tout à l'heure sur les constructeurs avec leur questionnement sur justement le vieillissement des batteries, comment cela se passe-t-il. Alors, je pense qu'il y a aussi un changement clair en termes de fiabilisation en fait, de la technologie batterie. Aujourd'hui, on est sur la technologie lithium-ion. Vous reprenez en fait quelques années en arrière, lors du lancement de la Renault Zoé,
Voilà, de souvenir, je sais que quand vous louiez votre Zoé, en fait, Renault vous limitait le nombre de recharges rapides. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était un nombre de recharges rapides par mois que vous ne deviez pas dépasser. Auquel cas, si vous le dépassiez, vous deviez payer une sorte de pénalité ou un frais supplémentaire pour justement, en fait, on va dire, amortir le vieillissement prématuré des batteries. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une réelle évolution en fait, dans les technobatteries. Et un retour d'expérience qui permet de, comme je le disais, hein, c'est ce que disait notre chef technologique chez Virta, aujourd'hui, en fait, voilà, l'impact V2G sur le vieillissement de la batterie, il est quand même plutôt contenu, quoi. Okay. On a une très bonne question de Thomas Blosville qui nous demande est-ce que le cadre français de tarification de l'électricité est-il incitatif et favorable pour la recharge intelligente? Oui, alors ça, c'est une très très bonne question et je pense que ça, c'est le point dur du débat, je pense, parce que clairement, aujourd'hui, la technologie, elle est là. Hein, aujourd'hui, on a en gros des industriels à qui on donne de l'argent, qu'on paye toute l'année pour qu'en 20 secondes, ils s'effacent. Exactement. Et on a jusqu'à 3 gigawatts de capacité qu'on peut effacer très très rapidement. Voilà, donc ça, vous l'avez dit tout de suite, c'est finalement le V2G pourrait en fait répondre à une demande de gros industriels. Sauf que bon, quand on parle de massification en fait, aujourd'hui du véhicule électrique, ça veut dire que vous et moi, Madame Michu ou Monsieur Dupont dans nos études marketing, c'est eux en fait qui vont être aussi les acteurs de cette technologie-là. Et aujourd'hui, le maillon manquant que je vois, c'est tout simplement un cadre commercial de rachat de l'énergie batterie. Aujourd'hui, c'est ça qui est assez marquant, c'est que vous avez des panneaux photovoltaïques aujourd'hui sur votre toit, pardon. Vous avez un contrat de rachat d'énergie par votre fournisseur d'énergie de votre énergie solaire. Aujourd'hui, je fais le même cas d'usage avec une batterie bidirectionnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre commercial qui permet en fait de revendre mon énergie batterie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on en parlait, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du pilotage, alors je le citais, en fait, vous preniez en fait tout ce qui est zone non interconnectée, on l'a, mais aujourd'hui en métropole, il n'y a rien qui est en place. Bon, comme on le disait, technologiquement, c'est pas bien compliqué. Hein. Nicolas, vous parliez en fait du pilotage des ballons d'eau chaude qu'on a amorcé dans les années 80. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on peut complètement engager, mais pour lequel, en fait, aujourd'hui, cette brique-là, que ce soit technologique ou même l'engagement en fait, et la volonté, viendrait plutôt du côté du distributeur d'énergie ou du TSO ou encore du fournisseur d'énergie. Donc ça, je trouve, voilà, c'est les maillons manquants qui permettraient en fait de faire démarrer le marché. Et puis il n'y a pas d'incitation. Et le troisième. Il y a beaucoup d'incitation pour s'acheter des voitures, mais il n'y en a pas pour les recharger. Voilà. Et le troisième point, mais vous le pointiez du doigt, Gilles, c'est le coût des équipements. Puisque alors V2G, peut-être 2-3 petites explications au niveau de la technologie, c'est qu'une borne V2G coûte bien plus cher en fait qu'une borne classique qu'on peut avoir chez soi en fait dans son garage. Donc pour résumer les choses, la borne classique, c'est, pour dire la chose de manière assez simple, c'est une prise de puissance pilotée avec un contacteur à l'intérieur qui va vous permettre en fait de recharger plus rapidement votre voiture. La borne V2G, il va falloir avoir un convertisseur en fait, de puissance à l'intérieur, puisqu'il va falloir en fait récupérer l'énergie en courant continu de votre batterie et la convertir en alternatif, puisque nous vivons tous ici dans un monde en courant alternatif. On rappelle d'ailleurs que le convertisseur aujourd'hui, en fait, quand on recharge sa voiture, il est dans la voiture. Alors, il est dans la voiture. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui la solution V2G, c'est pas dans la voiture? Ça, c'est pour des questions de poids, voilà, et de coût. Pourquoi? Parce que quand nos constructeurs développent une voiture électrique, le sujet poids est très important. L'objectif étant en fait de faire les voitures les plus légères possibles, hein. Nicolas, vous connaissez bien le sujet, pour avoir plus d'autonomie et puis avoir une empreinte carbone en fait la plus petite possible. Donc aujourd'hui, les choix technologie sont de telle sorte que le convertisseur est dans la borne et qui fait que technologiquement elle est plus complexe et elle coûte plus cher. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, et ça je pense que c'est intéressant aussi à les avoir, c'est vous reprenez en fait il y a peut-être 5 ans en arrière, les premières bornes V2G avec lesquelles nous travaillons, donc c'était des Magnum Cap, le coût d'achat pour une borne bidirectionnelle de 10 kW était aux alentours de 15 000 €.
Aujourd'hui, quand on regarde, on travaille avec des prototypes aujourd'hui de bornes qui nous sont fournis par BMW pour notamment expérimenter des bornes V2G 7 kW bidirectionnelles pour l'usager. Et le prix cible serait autour de 3 000 €. Donc on voit tout de suite qu'il y a eu au cours de ces 5 dernières années un vrai gap parce qu'on va rentrer en fait dans un réel on va dire marché de masse qui va en fait, et puis je pense aussi technologiquement en fait, voilà, je pense que industriellement en fait, voilà, ils ont réussi en fait à réduire aussi les coûts et voilà, on estime qu'aux alentours entre 2 500 et 3 000 €, il y aura en fait, on sera en fait à l'équilibre pour amorcer un marché et inciter tout à chacun à investir dans ce genre d'équipement. Parce que, donc, pour aller jusqu'au bout de l'équation, derrière, c'est les incitations. Alors, les incitations, voilà, après, nous aussi, c'est pareil, côté Virta, on a une fenêtre assez large. On estime que demain, tout à chacun, chaque particulier qui pourrait avoir en fait, ce genre de borne bidirectionnelle, pourrait en fait récupérer de la part de son fournisseur d'énergie entre 400 € et 2 300 € par an de rewards, pardon, comment on dit en France, c'est presque payer sa facture dans ce cas-là. Exactement, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, alors, 2 300 €, c'est bon. Après, c'est une fourchette large qu'on a estimée, mais le fait est, c'est que avec ces ordres de grandeur, on peut très bien imaginer que tant bien même si l'investissement d'une borne technologiquement plus cher, voilà, aux alentours des 3 000 €, on peut s'imaginer qu'avec justement ce coût de rachat de l'énergie batterie, tant bien même si elle existe ou si elle est définie, pourrait amortir en fait l'investissement en 3-4 ans. Je voudrais faire 2 remarques sur ce sujet. Hein. La première... Qu'est-ce que le gouvernement, Gilles? Qu'est-ce qu'il attend? Allez. Alors, puisque vous posez la question... Vous êtes en contact, la FIREV, j'imagine, avec le gouvernement, les ministères, les services? Oui, bien sûr. Et donc, la réglementation actuelle cite nommément le fait que les infrastructures de recharge doivent être conçues pour permettre la recharge intelligente, le smart charging. C'est-à-dire pouvoir choisir l'heure à laquelle on recharge. Enfin, smart charging, recharge intelligente. Mais aujourd'hui, ce mot est ouvert à tout, jusque y compris le V2G un jour, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, les précisions sont à construire et les étapes sont à construire. Mais je voudrais revenir sur le V2G parce que, effectivement, Cédric explique qu'aujourd'hui, on ne sait pas vendre l'électricité que l'on injecte dans sa maison. Ce n'est pas vrai, puisque si l'on a une maison avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, eh bien, on vend l'électricité que l'on ne consomme pas sur le réseau, et donc tout est organisé pour vendre cette électricité. S'il y a une voiture dans le garage électrique qui réinjecte dans la maison, ben, ça va rentrer dans l'électricité vendue par la maison au titre de son contrat. Donc il n'y a pas de problème déjà aujourd'hui. Et quand je dis maison, ça peut être vrai pour un immeuble résidentiel ou un immeuble collectif, je veux dire, ou un immeuble d'entreprise. Donc il y a déjà toute l'organisation de marché qu'il faut pour pouvoir réinjecter finalement depuis la voiture. Non, il manque simplement le fait qu'il faut que ça rapporte plus que ça ne coûte. Et puis surtout, il faut déjà avoir suffisamment de voitures électriques, et puis il faut que les gens sachent utiliser leur voiture pour leurs propres besoins et déjà faire ce qu'ils ont à faire avec. C'est un problème important. Alors, deuxième point sur les tarifs qui ne sont pas incitatifs, il faut quand même penser que les tarifs, c'est fait pour refléter les coûts et toute l'économie qui permet de produire le service que vous consommez. Et donc, en fait, les tarifs doivent être conçus en fonction de combien coûte la production d'électricité, combien coûte son transport, sa distribution. Et c'est ce que reflètent aujourd'hui ces tarifs. Et ces tarifs ont déjà une certaine complexité parce qu'effectivement, à cause de ces questions d'appel de puissance, ils sont conçus pour refléter aussi le fait que si on consomme à un moment où tout le monde consomme, ça coûte plus cher, ou si on consomme à un moment où personne ne consomme, ça coûte moins cher. Donc c'est déjà là. Il y a un deuxième critère dans la conception des tarifs, c'est qu'il faut quand même qu'ils soient compréhensibles par le payeur, n'est-ce pas? Donc une entreprise avec des professionnels spécialisés pour gérer les approvisionnements est capable de gérer des contrats très compliqués. Un particulier qui a sa maison, il lui faut des choses quand même assez simples. Voilà. Donc si vous voulez, tout ça c'est assez compliqué, mais néanmoins, pour moi, toutes les conditions sont réunies pour que progressivement, et c'est ce qu'a prévu l'État, progressivement, au fur et à mesure que les choses vont
mûrir et se mettre en place et atteindre aussi un équilibre économique, eh bien, on saura à la fois avoir et les tarifs et les gestions contractuelles et les gestions monétaires aussi qu'il faut pour régler effectivement les coûts et les recettes correspondant à ces services. C'est ça que si on se projette, je me suis amusé à faire un petit calcul et vous vous posez peut-être la question de dans quelle mesure ces voitures électriques pourraient contribuer à l'équilibre de notre réseau. Alors par exemple, aujourd'hui on parlait de 600 000 voitures, donc toutes électriques, voitures électriques à batterie. Si on part du principe qu'elles se rechargent à 3 kW à peu près, et qu'on prend 5% des voitures, 5% de ce parc qui va aller se charger, qui va pouvoir rendre l'électricité au moment de la pointe, qui est vers 19h, ça représente 100 MW. 100 MW, quand on a des difficultés de passer des pointes, on parle de 80 gigawatts, 80 à 90 gigawatts, donc ça reste limité. En 2025, donc moi je travaille aussi avec EV Volume, qui est spécialiste des données de voitures électriques. Nous, on anticipe un parc en 2025 de 2 millions. 2 millions de voitures toutes électriques. Et là, en 2025, on pourrait être à 2 millions de voitures toutes électriques avec une puissance de 7 kW, parce que les voitures évoluent, elles se rechargent plus rapidement. Et si je garde toujours 5%, là, je suis plus à 100 MW, mais je suis à 700 MW. Donc là, on n'est pas très loin quand même de 10% de la pointe. Et si je continue à tirer le fil et je regarde 2030, nous, EV Volume, on anticipe 6,5 millions de voitures toutes électriques, toujours à 7 kW. Et là, on va dire qu'on a mis en place des incitations qui fait que les gens ont envie que leur voiture soit disponible. Donc, on va prendre 10% de ce parc. Et là, on arrive à 5 gigawatts. Et 5 gigawatts en 2030, c'est quand même 3 EPR. Et on n'attend pas 2035 pour qu'ils soient en place. Donc, ce serait peut-être pertinent si aujourd'hui... Et d'ailleurs, on va revenir sur cet exemple du Royaume-Uni. C'est Nadia Gorbachko qui nous posait la question sur plus de détails. Oui. Combien, concrètement, vous en avez parlé, c'est combien de mégawatts qu'on est capable de réinjecter? C'était quoi, 20 bornes, 50 véhicules, c'est ça? Voilà, alors en fait, on a deux cas d'école, enfin deux entreprises qui ont fait confiance à Virta pour déployer en fait donc du V2G, l'entreprise Cenex et le fournisseur d'énergie qui s'appelle Marubeni Electricity enfin Power, Marubeni. Voilà. Le parc total d'un côté comme de l'autre. Alors bon, je vais remettre aussi un peu en perspective. En fait, ils nous ont fait appel pour la technologie V2G qu'on avait développée, qui était en fait à disposition. Et dans un cas comme dans l'autre, l'expérimentation s'est limitée aux véhicules to building. Okay. En fait, l'objectif étant en fait de pas l'électricité voilà. sur le réseau. Et avec la même problématique en fait, la même problématique, en tout cas la problématique aussi du cas anglais qui est plus ou moins le même qu'en France, c'est aujourd'hui en Angleterre ils n'ont pas de signal standardisé qui viendrait en fait du utility, enfin du fournisseur d'énergie, qui permettrait de dire réinjecter de la puissance parce que en fait on est en pointe et il faut en fait contribuer en fait à. Donc sachant qu'il y a quand même des prix dynamiques au Royaume-Uni. Alors certes ils ont des prix dynamiques, mais la seule chose qu'ils peuvent faire c'est se caler sur ce prix dynamique pour en fait écrêter en fait les coûts supplémentaires qu'ils pourraient avoir. Donc c'est ce qu'on appelle des économies. On va pas rendre le service, c'est de l'effacement. Typiquement, c'est de l'effacement en fait qu'ils font à l'échelle du bâtiment. Donc on n'est pas réellement dans le véhicule to grid tel qu'on voudrait l'imaginer. On optimise le coût de l'énergie. On optimise le coût de l'énergie au niveau du bâtiment. Donc voilà. Donc c'est deux cas d'école qu'on a pu avoir avec si vous voulez, en fait, notre technologie qui permettait en fait de piloter les bornes en fonction en fait ce qu'on appelle le BMS, le Building Management System, en fait le système qui pilote en fait le bâtiment intelligemment avec la clim, le chauffage, les éclairages, etc. et qui intègre en fait la technologie Virta pour le pilotage au niveau des bornes. Vous pouvez juste rappeler combien ça coûte aujourd'hui une borne recharge bidirectionnelle? Combien ça coûte par rapport à une borne classique? Alors, et comment vous voyez les choses évoluer? Ouais. Alors aujourd'hui, pour donner des ordres de grandeur, une borne classique, 1 000 euros, voilà, on est une borne classique assez 7 ou 22 kW, parce que les écarts ne vont pas être très, très flagrants. On est aux alentours des 1 000, 1 200 euros maximum. En fait, sachant que l'État prend en charge une partie, c'est ça? Alors oui, après, il y a des incitations en France. Il y a l'aide à devenir, notamment, qui incite en fait, en fonction, pareil, du secteur dans lequel vous êtes, en fait,
une aide, pour le citer. Donc, ces aides vont à la fois de la copropriété, donc la résidence collective, pour des bornes individuelles ou partagées. Donc, l'aide est aux alentours des 690 €. Et puis après, vous avez aussi également des aides qui sont, elles, plus dédiées en fait au B2B. Donc, typiquement, parking privé accessible au public, parking de grande enseigne. Vous avez en fait les hubs de charge aussi également, sur lesquels vous pouvez avoir des aides pour déployer en fait des. Ça revient grosso modo à 500 € la borne, classique. Alors là, si on est dans le cas du particulier en copropriété, oui, on est aux alentours des 500-600 € en fait la borne classique. La borne V2G, alors déjà la borne V2G, à ma connaissance, il n'y a pas d'aide spécifique. Il n'y a pas d'aide, pas encore. Bientôt, Gilles? C'est pas, je ne représente pas l'État. Vous n'êtes pas dans le secret des lieux? Et pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, une borne V2G à date, sur une technologie CHAdeMO, donc la technologie en fait des japonaises, on est aux alentours des 7 000 €. Voilà, sur une borne 10 kW bidirectionnelle. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les économies d'échelle? Est-ce que c'est parce que c'est les équipements qui coûtent plus cher? Est-ce qu'on pourrait arriver un jour à 3 000, 2 000 €? Alors, comment vous voyez les choses? C'est l'objectif. Aujourd'hui, comme je vous disais, Virta travaille, alors, sans livrer de secret, on travaille en étroite collaboration avec BMW et on teste l'une des bornes V2G qu'ils ont sélectionnées, donc avec le standard européen, le standard CCS, que vous retrouvez sur toutes les bornes charge rapide sur autoroute. Et aujourd'hui, le prix cible aujourd'hui qu'a retenu BMW pour ce genre de produit-là, donc borne bidirectionnelle, alors, certes moins puissante, 7 kW, mais qui a pour but de s'adresser en fait au marché du particulier, on est avec un prix cible de 2 500-3 000 €. Donc voilà, et quand je parle de prix cible, c'est aux alentours de 2024-2025. Donc on va dire c'est demain. Et voilà, donc voilà, tout est en train de se mettre en place. L'accessibilité et en tous les cas les prix d'appel seront là pour en tout cas mettre en place le marché. Par rapport à la problématique que vous avez très bien récapitulée, qui est ce problème d'appel de puissance, donc d'un parc de véhicules, vous dites en 2030, ce sera quelque chose comme 10-20% de la puissance totale appelée, ce qui est effectivement très important et nécessite d'anticiper pour des solutions. Et c'est ce qu'on appelle le smart charging. Ça consiste effectivement à piloter les recharges intelligemment au bon moment pour que tout le monde n'appelle pas la puissance maximale au même moment partout, ou même par poche d'ailleurs, locale. C'est donc effectivement ça ce qui est important, et encore une fois, en le prolongeant jusque et y compris au V2G, qui renforcera l'efficacité de ce pilotage. Il faut que ce pilotage soit un bon compromis entre les besoins du conducteur de voiture et les problématiques effectivement du système électrique. Alors les besoins, il faut bien les avoir en tête. Si on parle d'une voiture particulière, une voiture particulière en moyenne annuelle, comme ça sert essentiellement à faire des trajets de proximité, parce que les grands trajets à travers la France ou l'Europe, c'est quand même beaucoup plus exceptionnel. C'est un déplacement d'environ 30 à 40 km par jour en moyenne. C'est 10 000 km par an, à peu près. Voilà, c'est ça. Pour les voitures électriques. Oui. Enfin, pour les voitures aujourd'hui. Enfin, il faut voir quand même ce que font les gens avec leurs voitures aujourd'hui et le projeter. Voilà. Mais effectivement, en moyenne, alors il y a des statistiques d'ailleurs où on interroge les gens, combien vous avez fait de trajets aujourd'hui, etc. Et donc le trajet, la moyenne, moyenne globale, donc ensuite il y a bien sûr des écarts entre les individus, mais c'est de l'ordre de 30 à 40 km. Alors 30 à 40 km, ça représente moins de 20% d'une batterie de 40 kWh. C'est moins de 20% d'une batterie de 40 kWh. Et donc ça veut bien dire qu'au fond, il n'y a que ça à récupérer tous les jours. Et même pas forcément tous les jours. Ce qui laisse beaucoup de place à une répartition de cette recharge, justement, en fonction du temps où on a moins d'appels de puissance par ailleurs, et qui permet finalement d'éviter les coûts et les problématiques des réseaux électriques. Un sujet sur lequel je rejoins Gilles, en fait, c'est, je pense qu'il y a aussi un travail, alors la question est de savoir à qui revient ce rôle-là, d'éducation, voire je dirais même d'évangélisation auprès en fait, des utilisateurs
sur ces nouvelles technologies en fait, de smart charging V2G. Pour résumer la situation, aujourd'hui, quand vous êtes un particulier, vous arrivez sur une borne, la borne vous affiche puissance 150 kW, vous vous attendez à avoir ces 150 kW de puissance pour recharger. Demain, quand on va avoir ces systèmes pilotables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour X raisons, parce que le réseau est sous contrainte, les 150 kW qui sont affichés sur la borne, en fait, ils vont être réduits de moitié parce qu'il faut passer la vague de l'appel de puissance du pic de 19h et puis de 7h du matin, que sais-je. Donc, il y a un gros travail, je pense, aussi d'évangélisation en expliquant aussi que l'électricité, c'est une ressource partagée. Et j'ai envie de dire, en tant qu'usager de tous les jours, quand je suis chez moi et que j'allume mon ordinateur, ma lampe ou mon four, je ne me préoccupe pas si mon voisin ne le fait pas pour éviter de faire sauter en fait, le transformateur du quartier. Donc je pense que là, on est sur des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus importantes. Hein. On parle de recharge 7 kW, voire même plus, 150. Vous parliez de la Porsche Taycan à 350. Là, on est vraiment aussi dans un travail d'apprentissage, d'accompagnement, d'évangélisation. Et alors, la question qui se pose, c'est en fait à qui revient ce rôle-là? Alors, nous, en tant qu'opérateurs de point de charge, on est les premiers à le faire, mais c'est toujours compliqué. Moi, j'ai un exemple en tête que je vais vous citer, c'est qu'on a installé en fait des bornes de recharge dans des campings en Corse. Donc, Corse, on est zone ZNI, on est soumis en fait à faire du smart charging. Et il y avait donc un client qui a appelé notre support téléphonique qui ne comprenait pas pourquoi aujourd'hui, alors que le camping annonçait une borne donc de 22 kW de puissance, ne rechargeait qu'à 11. Et manque de chance, j'ai envie de dire, il était pile poil en fait dans le pic de conso ou le signal en fait EDF qui nous demandait en fait de diviser par 2 la puissance de charge. Alors, ça s'affiche en petit, nous, sur l'écran de notre borne, en fait, en disant puissance max 11 kW. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est pas encore assez expliqué, assez clairement accompagné auprès des usagers. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous avons un observatoire de la qualité à la FIREV qui est publié sur notre site, qui est en accès libre. Je vous recommande d'y aller et de regarder les détails, pour suivre justement tous ces problèmes que vivent les utilisateurs. Nous avons d'ailleurs 2 associations d'utilisateurs qui sont membres de la FIREV et qui participent à nos travaux et qui portent un peu tous ces messages. Et de fait, aujourd'hui, il y a un double effort à faire. Il y a celui que vous dites, c'est-à-dire de résoudre ces problèmes en expliquant mieux aux utilisateurs. Mais il y a aussi d'améliorer la qualité de service, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des progrès à faire aussi dans toute la technologie qui est déployée, dans le fonctionnement des bornes et dans tout le fonctionnement des systèmes informatiques qui gèrent toutes ces bornes pour que finalement le service satisfasse le client. Donc c'est tout un ensemble. Ce que je voudrais dire sur le fait qu'il va falloir, alors on peut dire former les conducteurs ou no future, pas d'espoir. J'ai essayé, c'est impossible. Les gens, vous n'allez pas demander à Madame Michu de bien comprendre ce que c'est qu'un kilowatt, ce que c'est qu'un kilowattheure, ce que c'est que sa batterie, ce que c'est que le CCS combo. Non, ça c'est pas possible. Le déploiement en masse de voitures électriques ne fonctionnera pas s'il faut former les conducteurs. La réponse, c'est l'automatisation. Il faut absolument que tout ça soit pris en charge alors au premier chef, par l'interlocuteur du client qu'on appelle l'opérateur de mobilité, chez qui le client s'est enregistré et il a dit « tu prends en charge tous ces problèmes pour moi parce que moi j'y comprends rien, ce que je veux c'est rouler avec ma voiture, éventuellement et dans des conditions économiques et de temps en temps pouvoir bénéficier du V2G, mais c'est ça que je veux et maintenant tu te démerdes avec ça pour m'aider dans l'usage de ma voiture et tu me trouves les bornes qu'il me faut au bon endroit. Et tu me préviens d'avance, enfin moi je te préviendrai d'avance d'ailleurs de mon trajet, puisque je vais le programmer sur mon GPS, comme ça tu auras toute l'information, et tu te débrouilles pour me dire où il faut que je me recharge, etc. Y compris d'ailleurs chez moi, quand je rentre chez moi sur ma borne. Donc il faut développer ces automatismes pour prendre en charge ces problématiques et les résoudre pour le compte du conducteur. Bon, le temps file à toute allure, on arrive déjà presque à la fin de cette table ronde, c'était passionnant, il y a encore quelques questions, n'hésitez pas encore à en poster. Il y a la question boule de cristal de Nadia, qui va être pour vous, Cédric. Comment va se développer le V2G en France? Est-ce que vous avez des idées, des chiffres? Comment vous voyez l'évolution du marché? On fait court parce qu'on a encore d'autres questions. Oui. Alors aujourd'hui,
pour le citer, hein, le premier en fait, acteur français qui a souhaité expérimenter de manière claire et affirmée le V2G, c'est EDF, fort heureusement. Ils ont créé d'ailleurs une joint venture qui s'appelle Drive, si je ne me trompe pas, où le but était justement d'aller tester. Alors on est encore, malheureusement j'ai envie de dire, à la phase de test, hein, mais d'aller tester en fait le V2G dans les grandes entreprises, hein, comme je le citais, typiquement voilà, des entreprises de livraison du dernier kilomètre. Voilà, donc après, j'ai envie de dire, c'est pour l'instant, on n'a pas de... c'est difficile de se projeter pour l'instant. C'est difficile de se projeter. On est, en fait, on sent, là, on est clairement 2024, on va être à une année charnière où on estime qu'il va y avoir une bascule, parce que, comme je le citais, accessibilité des prix, parce qu'il va y avoir peut-être de l'intérêt économique. Voilà. Et plus l'électricité coûte cher. Les l'électricité qui ont explosé en France cette année, exactement, plus c'est incitatif à développer ce type de solution. Exactement. Donc là, après, on est dans l'opportunité, voilà, pour essayer de trouver le bon cas d'usage, le bon client pour en fait amorcer ce genre de... On a parlé du Royaume-Uni, mais peut-être aussi aux Pays-Bas, hein, si j'ai bien compris, ils regardent ça aussi de manière... Alors, Pays-Bas, c'est un très bon exemple, mais à ma connaissance, il y a une entreprise là-bas qui marche très bien, mais qui a pris le sujet, en fait, non pas par la borne, mais qui a pris le sujet par la voiture. L'idée étant en fait de piloter la recharge via en fait la connexion à la voiture. Donc c'est une autre approche, mais voilà, je sais qu'eux ils sont très en avance sur ce genre de sujet. On a une coupure de courant sur le plateau, hein, comme quoi on aura pu mettre technique. Voilà, on est en pointe, voilà. Il va falloir contribuer à l'effort là. Une question qu'on avait, je ne sais pas si les caméras marchent toujours d'ailleurs. Est-ce que la recharge à induction, où en est-on, Gilles, de la fameuse recharge à induction? Est-ce qu'on verra ça un jour ou ça restera cantonné éventuellement à notre téléphone portable? C'est le Graal. Et effectivement, c'est un sujet de recherche depuis une bonne dizaine d'années, même plus d'ailleurs, parce que l'induction, c'est quand même connu pour beaucoup d'autres choses, y compris pour faire bouillir sa marmite. Et effectivement, on en parle, mais la généralisation de l'induction pour la recharge des voitures électriques, malheureusement, ne me semble pas être, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc je suis prudent, mais ne me semble pas être une perspective à terme connue. Par contre, il existe des constructeurs automobiles premium. La route électrique de Ségolène Royal, non? Alors, route électrique, c'est encore mieux. On devait se recharger en roulant. Voilà, c'est la recharge inductive en roulant. Oui, absolument. Oui. Ça aussi. Alors, la recharge en roulant, c'est aussi un autre sujet. C'est des projets qui sont extrêmement intéressants et prometteurs, mais il n'y a pas d'échéance, de perspective d'échéance. Bon, il y a quand même une application de la recharge inductive qui est possible, c'est la recharge proposée par le constructeur automobile adaptée à sa voiture. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire ça. C'est-à-dire qu'un constructeur premium peut fournir une voiture et la borne à domicile qui recharge en inductif. Mais par contre... Il ne faut pas avoir de chat. Oui, qui passe sous la voiture et la charge. Entre la dalle et la voiture. C'est une des difficultés, c'est qu'il faut que de toute façon, même un chat ne soit pas perturbé par la recharge, et du coup, il faut que ce soit parfaitement sécurisé. C'est pour ça d'ailleurs que c'est assez compliqué à sortir. Mais c'est un sujet pour, disons, pendant une dizaine d'années peut-être, on le verra peut-être s'étendre au-delà du cas que je citais de la borne à domicile pour sa voiture fournie par le constructeur. Bon, il est 10h07, ça fait 1h02 que nous sommes ensemble. On va conclure, et pour cet échange très intéressant, on voit que la voiture électrique, au-delà d'être un problème, pourrait finalement être une opportunité. Hein, quand on regarde les ordres de grandeur, je le rappelais, alors en 2025, c'est 700 MW, 1% de la pointe, c'est pas encore grand-chose. 2030, 3 EPR, là ça commence à être significatif. Et puis accessoirement, ça coûtera peut-être moins cher que 30 milliards d'euros à être mis en place. Donc je pense que le gouvernement devrait peut-être s'y intéresser. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour vos questions. Et je rappelle aussi qu'un replay sera disponible pour pouvoir réécouter ces échanges, parfois qui ont été un petit peu techniques. On a fait le maximum pour le vulgariser, mais de toute façon, malheureusement, sur ce type de sujet, on n'a pas le choix. Et l'électricité revient pour le mot de la fin. Parfait. Un grand merci à tous et une très bonne fin de journée. Merci. Bonne journée.